Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette table ronde dans le cadre de ces JEA, table ronde consacrée donc à l'industrie, où nous nous poserons la question et nous espérons pouvoir y répondre et y répondre le plus favorablement possible. Donc l'industrie en France, panne temporaire ou casse définitive. Pour nous aider à comprendre ce sujet, à nous y retrouver et avoir une vision tout à fait complète de la situation et puis surtout des perspectives qui pourraient nous permettre de voir un jour meilleur de l'industrie en France. Pour nous aider donc à y répondre, Vincent Charlet, qui est délégué général de la Fabrique de l'Industrie. Bonjour. Madame Christine Chambaz, qui est directrice de l'INSEE pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour. Monsieur Roland de Labrosse, PDG de la société Adex Pharma. Bonjour. Qui est implanté donc, dans la région dijonnaise. À Chenot. Voilà, donc le régional de l'État, en quelque sorte. Et puis enfin, Madeleine Perron, économiste au sein de l'Institut Veblen. Voilà, donc nos intervenants, vous voyez, couvrent le champ qui nous intéresse. Malheureusement, Madame Kelf, qui est représentante du syndicat CFDT, devait également être parmi nous et elle s'en excuse auprès de vous, mais malheureusement, elle n'a pu se rendre finalement disponible. Alors, pour faire l'état des lieux et comprendre les perspectives qui s'offrent à l'industrie en France, on procédera en trois étapes. La première sera de faire le diagnostic de la situation, où on en est, de quoi on parle quand on parle d'industrie en France, parce que l'industrie d'aujourd'hui n'est certainement plus la même que celle d'il y a 20, 30 ou 50 ans. C'est un premier point. Ensuite, nous verrons l'industrie d'aujourd'hui, à quel défi, dans quel contexte à quel défi elle doit faire face. Et évidemment, ça a des incidences, sans doute positives, mais également peut-être un peu plus contraignantes. Et puis enfin, nous verrons dans la dernière partie comment on peut se projeter, quels sont les leviers qui nous permettraient demain de faire que cette panne temporaire puisse prendre fin et que la machine puisse redémarrer. Voilà, et puis naturellement, on vous donnera la parole pour un échange que j'espère riche entre la salle et nos intervenants, si toutefois il restait des points encore à préciser. Alors, en tout premier lieu, la première question pour rentrer dans cette partie diagnostic, état des lieux, je vais la poser tout de suite à Madame Chambaz, avec son regard de statisticienne, son regard très macro sur la situation de l'industrie. Aujourd'hui, l'industrie, qu'est-ce que c'est au juste en France? Comment on peut la définir? Alors c'est une bonne question parce que finalement, selon la façon dont on va définir l'industrie, on n'aura pas forcément le même regard sur les performances et sur les difficultés et sur les problématiques qui se posent au secteur. Vous n'entendez pas? Il faut que je me rapproche peut-être. Voilà, ça va être beaucoup mieux. Bien. Bon, merci. Oui, donc ce que je disais, c'est que selon la façon dont on définit l'industrie, on ne va pas forcément avoir le même regard et les mêmes constats sur les faiblesses, les difficultés, mais aussi les forces de ce secteur d'activité. Donc je reprends la définition qu'on adopte, mais qui est une définition internationale. Qui décrit finalement l'activité des entreprises. Donc les secteurs industriels sont ceux dont les activités transforment ou fabriquent des biens matériels, donc ça c'est un point important, matériel, pour être vendus en mobilisant des équipements, des intrants, de la main-d'œuvre, des connaissances techniques. Alors vous voyez que c'est assez vaste. Ça recoupe des activités déjà, même à un niveau macro, assez diverses. Donc l'industrie manufacturielle à laquelle on pense tout de suite quand on parle d'industrie. Et effectivement, on a raison parce que c'est à peu près 83% du secteur industriel quand on se réfère au nombre de salariés en équivalent temps plein, de la valeur ajoutée, le chiffre d'affaires, donc vraiment un gros poids de l'industrie manufacturière. Mais ça peut être aussi d'autres types d'industries, les industries extractives, la production et la distribution d'électricité, de gaz, de vapeur d'eau, la production et la distribution de l'eau, l'assainissement, la gestion des déchets, la dépollution. Donc vous voyez que c'est très vaste. Et ce qui veut dire que quand on s'intéresse à l'industrie, on peut regarder l'industrie manufacturière, mais on peut aussi se projeter sur d'autres types d'activités qui restent industrielles dans les process et qui pourraient, pourquoi pas à terme aussi, constituer des voies de développement.
Alors, il faut aussi voir que quand on parle de l'industrie, de façon générale, ça peut renvoyer à des entreprises de taille très très différente. C'est-à-dire quand on parle d'industrie, généralement on pense à des grands groupes multinationaux. Alors effectivement, leur poids est considérable dans le paysage industriel, mais c'est pas que ça l'industrie, c'est aussi plein de toutes petites entreprises. Et aujourd'hui, quand on parle d'emploi industriel, même si 7 emplois industriels sur 10 sont plutôt dans des grandes entreprises, il y en a moins de 100, des grandes entreprises industrielles ou des entreprises de taille intermédiaire. On a un florilège de toutes petites entreprises. Au total, on a plus de 300 000 entreprises industrielles en France. Donc c'est vraiment énorme, mais parmi celles-ci, il y a beaucoup de micro-entrepreneurs. Donc vous voyez, c'est un paysage vraiment très diversifié. Alors, je pense que généralement, on regarde plutôt les grandes entreprises, mais peut-être qu'il ne faut pas regarder que ces grandes-là, d'autant que le paysage se recompose un peu, qu'on a de plus en plus, enfin pas de plus en plus, oui, on a de l'externalisation aussi d'un certain nombre d'activités, avec de la sous-traitance vers des entreprises qui peuvent être grosses, mais qui peuvent être aussi plus petites. Donc c'est vraiment l'écosystème global qu'il faut considérer. Alors, dans le processus de production, l'industrie mobilise beaucoup d'intrants, c'est vraiment une caractéristique, ce qui fait qu'à un niveau macro, on a un taux de valeur ajoutée des entreprises industrielles qui est plutôt un petit peu plus faible que le taux de valeur ajoutée de l'ensemble des entreprises des secteurs marchands. Alors j'enlève l'agriculture et le secteur financier. Je veux dire, on est à 24% contre 28% en 2023, donc ça vous donne un peu une idée du coût des intrants qui pèsent et qui donc font que dans la production, je dirais, la valeur ajoutée va être un tout petit peu plus faible. Mais il y a quand même des taux de marge qui sont plutôt supérieurs en revanche, donc c'est quand même un bon signe. Un point important aussi, c'est que les entreprises industrielles sont davantage tournées vers l'extérieur que celles des autres secteurs, puisqu'il y a 38% du chiffre d'affaires qui est réalisé à l'extérieur. C'est important et ça traduit aussi l'exposition. Donc c'est à la fois une force, mais ça peut être aussi une faiblesse. Ça va dépendre aussi de la conjoncture. Alors, je disais tout à l'heure 320 000 entreprises. C'est donc un peu entre 3,5 millions et 4 millions de personnes qui occupent un emploi salarié dans l'industrie. Alors là, je suis sur des chiffres fin 2023, parce qu'il faut un petit peu de temps pour pouvoir tout observer. Je disais que la concentration des moyens de production est importante. Avec les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, c'est 69% des salariés, 79% de la valeur ajoutée et 85% du chiffre d'affaires. Donc vous voyez, je veux dire, alors si on a des différences comme ça aussi entre la part des salariés et la part du chiffre d'affaires, la part de la valeur ajoutée, c'est parce qu'on a une intensité capitalistique qui est assez importante dans l'industrie. Un point important aussi quand on décrit les entreprises industrielles en France, c'est qu'il y a une forte internationalisation. Donc en fait, on a 775 000 emplois salariés de l'industrie qui sont des emplois dans des entreprises sous contrôle étranger, donc à opposer à 3,4 millions, 3,5 millions, moins 775 000. Vous voyez qu'il en reste quand même une majorité qui sont dans des entreprises sous contrôle français, mais c'est quand même important. On est dans des grands groupes pour une grosse part de l'emploi industriel et il faut en tenir compte. On peut contrebalancer ces 775 000 salariés qui dépendent d'entreprises sous contrôle étranger. Aux millions de salariés à l'étranger des firmes industrielles multinationales françaises, il y en a aussi plus d'1,4 million. Donc vous voyez, l'internationalisation, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on a des groupes français qui vont s'implanter à l'étranger, et puis on a des groupes étrangers qui ont un certain nombre de filiales en France. Alors, l'industrie, c'est pas facile à définir. Enfin, vous voyez, c'est quand même assez protéiforme. Et ce qui est assez compliqué aussi, c'est de comparer le poids du secteur industriel entre pays. Donc, il y a des normes partagées, notamment quand on regarde les normes de la comptabilité nationale. Je veux dire, c'est encadré pour l'ensemble de la planète même. Mais après, je veux dire, on peut avoir des concepts harmonisés, mais une difficulté de la mesure qui relève complètement de l'organisation en fait, de l'économie de chacun des pays et d'organisation juridique aussi, et donc la capacité à accéder aux données qui vont permettre de respecter pleinement les concepts. Donc dans la comptabilité nationale, on regarde vraiment la production en branche homogène, c'est-à-dire que dans une entreprise industrielle, il peut y avoir d'autres types d'activités que de la production purement industrielle. Or, si on veut regarder le poids de l'industrie, il faut qu'on essaye de s'abstraire justement d'organisations différentes, où dans certaines entreprises, vous allez avoir une grosse internalisation de tâches externes et dans d'autres, non. Donc, si vous regardez l'ensemble de l'emploi ou l'ensemble de la valeur ajoutée d'une entreprise industrielle, mais qui a aussi des activités de vente, qui a des activités de développement de logiciels, qui a des activités de services,
vous avez un poids d'industrie qui va être beaucoup plus grand que si vous regardez uniquement la production industrielle au sens strict. Donc c'est important de pouvoir avoir conscience que quand on regarde le poids de l'industrie d'un pays à l'autre, il faut essayer d'être homogène. Donc l'INSEE avait publié en juillet 2024, donc ça date un petit peu, mais le constat est toujours d'actualité, un article de blog, je vous invite à aller voir, qui était intitulé « Quel est vraiment le poids de l'industrie en France et en Allemagne ?» Parce que traditionnellement, on dit en France, c'est 11%, et puis en Allemagne, c'est quasiment le double, 21%. Alors 21%, c'est ce qui apparaît dans les chiffres de la comptabilité nationale classique, mais régulièrement, il y a des exercices qui sont menés pour essayer de travailler en branches un peu plus homogènes. Donc la France le fait tous les ans, donc ça ne change pas finalement le 11%. En revanche, quand l'exercice est mené sur les données allemandes, de 21%, on tombe à 17%. Alors il y a toujours un écart au bénéfice de l'Allemagne par rapport à la France, mais vous voyez que déjà, le constat est plus tout à fait de même ampleur sur la différence du poids de l'industrie entre la France et l'Allemagne. Je vous disais qu'il y avait plus de 300 000 unités légales ou établissements, entreprises. C'est difficile aussi de définir ce que c'est qu'une entreprise. Je dirais, ce qu'on regarde une entreprise au niveau de l'unité légale, celle qui détermine plein d'obligations, notamment, et plein de droits, ou est-ce qu'on s'intéresse plutôt à l'organisation globale d'un écosystème d'unités légales qui peuvent être au sein d'un groupe complètement liées, alors toutes les unités légales au sein d'un groupe, ou certaines seulement qui vont définir en fait des sous-ensembles de ces groupes qu'on va appeler des entreprises dans la statistique publique. Selon la façon dont on approche l'économie globale, on peut aussi avoir une mesure de l'emploi liée à l'industrie qui est assez différente. Si je prends simplement les unités légales, on a à peu près 300 000 unités légales avec des activités principales industrielles. Il y en a 256 000 qui sont indépendantes, donc ça veut dire là, le problème ne se pose pas. Enfin, il reste à regarder ce qui, dans leur activité, relève purement de l'industrie, ce qui relève d'autre chose, mais déjà, il y a une seule unité à regarder. Puis il y en a 44 000 qui sont dans un groupe, donc 36 000, vous voyez, je descends petit à petit, filiales d'une entreprise industrielle. Et par ailleurs, on peut avoir des filiales industrielles d'entreprises non industrielles. Donc tout ça, il faut pouvoir regarder l'articulation pour pouvoir définir l'emploi industriel. Alors, où est-ce que je veux en venir ? Je veux en venir justement au fait qu'il y a un mélange un peu des activités qui fait que ça devient difficile aussi de définir purement ce qui est industriel. Est-ce qu'on regarde les entreprises industrielles ? Est-ce qu'on s'intéresse aux filières industrielles ? C'est donc finalement à la façon dont les activités industrielles irriguent toute une économie. Et est-ce que quand on regarde les difficultés ou les atouts d'une industrie, on se limite aux seules entreprises qui sont purement dans le champ de la fabrication de produits matériels, ou est-ce qu'on s'intéresse à tout ce qui graphite autour et qui est nécessaire aussi et indispensable pour que l'industrie fonctionne, mais qui aussi va subir potentiellement les contre-coups qui peuvent se produire de loin en loin. Donc voilà, je veux dire, si on va même un petit peu au-delà, on a l'émergence aussi d'entreprises industrielles sans usine. Il y avait récemment un dossier de BPI France, d'ailleurs, j'avais été interpellée par le titre « Comment créer une entreprise industrielle sans usine ?» Oui, ça existe. C'est comment, finalement, reporter sur des sous-traitants une partie de la production, une partie des risques, tout en conservant les activités de conception et la maîtrise des process d'une certaine façon. Ça aussi, ça peut être de l'industrie, c'est peut-être l'industrie de demain en partie. Ça posera d'autres questions. Ça pose la question justement de tous les liens qu'il peut y avoir entre les entreprises industrielles et autres. Et donc ça peut être une question aussi de notre débat à venir. Je vous remercie. J'espère avoir pas été trop longue pour faire ce premier panorama de ce que ça peut être. On voit bien en tout cas la complexité à la fois pour se comparer, à la fois pour... Ah, très bien. Ah, donc vous n'avez pas du tout entendu mon introduction peut-être. Mais je ne vais pas la refaire, rassurez-vous. Donc en tout cas, on a bien compris, Dieu merci, Madame Chambaz, la complexité du secteur industriel. Et justement, ce serait intéressant d'avoir l'éclairage, maintenant qu'on a eu cet éclairage très macro, peut-être quelques mots, Monsieur Delabrosse, vous qui êtes justement patron d'industrie locale avec ADEX, de nous en parler et comment vous vous retrouvez, vous, en tant que patron dans cette description qu'en a fait Madame Chambaz de cette complexité de l'industrie. De manière évidente, moi je vais pouvoir vous parler de l'entreprise que je dirige, qui est une entreprise, je dirais, industrielle, donc manufacturière. Donc
c'est l'entreprise Adex. Donc pour ceux qui sont du coin, c'est en face de l'Escargotière quand on va vers Beaune. Et on fabrique des rubans adhésifs et des produits à base de rubans adhésifs. Donc les rubans adhésifs, ça sert à tout, on en a tous dans notre garage. Et nous, on fait plus principalement des produits qu'on vend à des industriels dans 3 secteurs, l'automobile, l'industrie et la santé, et notamment la pharma. Donc on formule des cols, on les enduit, c'est-à-dire qu'on les dépose en couches très fines sur un support. Donc une machine d'induction, ça fait 60 mètres de long, c'est quand même une assez grosse machine. Et après, nos clients, ils veulent des produits finis, donc on les transforme, on fait des étiquettes. Par exemple, toutes les étiquettes qui sont dans une Peugeot ou une Renault sont faites à Chenauve, par exemple. Donc on a des machines d'impression, on fait des pansements, donc on a des produits très variés. On fait des pansements pour des clients internationaux, par exemple Mölnlycke, je ne sais pas si malheureusement... alors Urgo, c'est notre voisin. Historiquement, on était une société qui était du même groupe, maintenant on est indépendant. Et puis des produits, donc on fait des patchs par exemple, des patchs pour arrêter de fumer. Tous les patchs de Pierre Fabre, ils sont fabriqués aussi chez nous à Chenauve. Voilà, donc c'est des produits très variés. On a une activité de niche avec beaucoup de petits sujets. Je donnais un exemple, nous, enfin je pense qu'on peut toujours être le champion du monde de son quartier, et nous on est le champion du monde de l'étiquette de poche à sang. Donc c'est précis. Donc des poches à sang, je pense que ça permet de pas trop mal illustrer le sujet, parce que voilà, des poches à sang, il y en a plein, évidemment, c'est pour les transfusions. Et donc sur chaque étiquette, sur chaque poche, il y a une étiquette avec marqué le nom du patient, un certain nombre d'éléments de traçabilité hyper importants, et on n'a pas du tout le choix que l'étiquette ne colle pas. C'est pas si simple que ça, parce que les poches à sang sont congelées, centrifugées, stérilisées par plusieurs méthodes, et donc il y a des plastifiants, enfin je vous passe ces détails chimiques, mais enfin c'est pas un produit si simple que ça à faire. Et voilà, et donc nous, on arrive à se battre contre des gens mondiaux. Par exemple, nos concurrents, c'est 3M, c'est des gens comme Avery Dennison, peut-être que vous ne les connaissez pas, mais enfin 3M, je pense que tout le monde connaît 3M. 3M, c'est 60 millions de dollars de chiffre d'affaires, donc nous, on fait en tout compris 180, donc on est vraiment un microbe par rapport à 3M, mais on arrive à se battre en étant très focalisé sur des petits sujets très pointus pour lesquels on met beaucoup d'efforts, et puis on arrive à trouver une solution qui convient. Merci. Alors on voit bien la complexité, encore une fois, d'une entreprise qui est capable de fabriquer des patchs pour arrêter de fumer et des étiquettes de véhicules thermiques qui vont donc fumer. Comme quoi, voilà, c'est une belle illustration de cet univers un peu plein de paradoxes, mais d'une grande richesse. Alors, justement, quel est l'état de la machine-industrie en France aujourd'hui? Alors peut-être Vincent Charlet ou Madeleine Perron pour nous éclairer sur le sujet. Vincent complétera. La machine-industrie en France, on reprend les thèmes des débats de ces 2 jours, elle est plutôt dans une tempête, à l'instar de quasiment l'ensemble de l'industrie européenne, dans le sens où elle est menacée l'industrie européenne, elle est menacée sur ses bases aujourd'hui par la guerre économique qui est menée par Trump, avec des relèvements de droits de douane. Il y a beaucoup de commerce avec les États-Unis qui est assez fortement impacté. Elle est concurrencée de façon extrêmement virulente aussi par tout le bloc chinois qui a une maîtrise très précise et très puissante de la plupart des chaînes de valeur. Et l'industrie européenne, elle paye un petit peu justement des stratégies d'industrie sans usine, c'est-à-dire d'avoir écrasé les coûts pendant plusieurs dizaines d'années en profitant justement de cette ouverture mondiale, d'aller produire ailleurs, d'aller produire en Asie, etc. Et de perdre en fait la main sur la plupart des chaînes de valeur, y compris sur les phases de production dont on pensait qu'on était les champions, la R&D, les processus, etc. Et qui en fait, le grand signe du temps, c'est Renault qui développe la Twingo pour le marché européen à Shanghai. Donc en fait, on a même le déplacement aujourd'hui de centres de R&D. Elle fait face aussi à des coûts de l'énergie très importants du fait depuis la guerre en Ukraine. Donc voilà, elle est plutôt dans une tempête. Après, elle a des bases aussi solides. Elle a notamment en France justement un réseau d'entreprises attachées à leur territoire, donc comme la vôtre, je pense, et qui sont effectivement sur des domaines hyper spécialisés qu'il est difficile de concurrencer directement.
mais elle fait face aussi à un mur qui est celui des murs d'investissement pour la transition écologique. Donc moi, le domaine que je regarde d'assez près, parce qu'à l'Institut Veblen, pour les réformes économiques, on s'occupe des réformes pour la transition écologique, et donc en partie sur les politiques industrielles. Donc voilà, elle est pas complètement au pied du mur, mais elle est dans un moment qui demande en tout cas de remettre à plat énormément de choses, où les investissements, à la fois pour survivre dans le monde de la compétition mondiale qui est en train de changer complètement, pour restructurer des chaînes de valeur qui soient plus localisées, alors ce que certains appellent la souveraineté ou d'autres l'autonomie stratégique, elle est en train d'essayer de monter ça, enfin en tout cas de sécuriser un petit peu plus les approvisionnements, les choses, de développer des nouvelles filières qui sont nécessaires à la transition écologique, mais qui sont aussi nécessaires juste à suivre un petit peu l'innovation et les changements un peu profonds des processus de production. Donc elle a ce mur d'investissement et en même temps un contexte mondial qui ne lui est pas du tout favorable, mais en même temps dans lesquels on a quelques cartes à jouer, notamment en France, avec quand même beaucoup de compétences, un tissu industriel qui est quand même encore là et qui est assez varié, qui est assez réparti sur le territoire aussi, et ça c'est une force, et comment dire, qui est plutôt bien positionné. Alors il va falloir des politiques et tout ça, on va pouvoir en parler, mais qui est plutôt bien positionné sur certains secteurs qui vont être clés dans l'avenir aussi pour la transition écologique. Elle a notamment, et ça c'est grâce à son parc nucléaire essentiellement, mais une énergie décarbonée quand même relativement abondante, dont on peut maîtriser peut-être certains coûts aussi. Et donc la France, elle a un niveau d'industrie qui est assez bas, mais qui finalement a mieux résisté au choc, parce qu'en fait, bon, c'est pas qu'il n'y a plus rien à détruire, mais par rapport à l'Allemagne, par exemple, là, qui prend de front des retournements sur les biens d'investissement, sur les machines-outils, etc. En fait, la France a quand même des industries qui, pour le moment, même s'il y a des fermetures, même s'il y a des recompositions, même s'il y a tout ça, résistent plutôt. Après, il y a des gros enjeux sur les industries de base et sur les industries lourdes, et vous l'avez vu, enfin, c'est tous les jours un petit peu dans les nouvelles, notamment sur l'acier. Donc voilà, il y a un mur d'investissement, un contexte qui n'est pas très favorable, mais pas mal de choses à faire et quand même des atouts qui sont certains. D'accord. Bah, écoutez, merci pour cet éclairage. On reviendra bien évidemment sur la problématique climatique qui est pour les années à venir qui sera encore, en tout cas bien plus prégnante. Vincent Charlet, on a parlé là d'aspects économiques, techniques. Sur le volet politique, aujourd'hui, comment nos dirigeants, ou globalement, quelle est la volonté politique associée à la situation industrielle en France ? Alors, je ne vais pas forcément distribuer les bons et les mauvais points des différents responsables politiques, mais je vais répondre à cette question et un petit peu aussi à la précédente en rappelant 2 ou 3 éléments. L'industrie française, elle est petite et elle l'a toujours été. L'âge d'or de l'industrie dans les économies dites occidentales, c'est juste avant le premier choc pétrolier, 72, 73. C'est à ce moment-là c'est après le premier choc pétrolier que tous ces pays ont commencé à se désindustrialiser. Et la France était déjà le pays le moins industrialisé de tout ce peloton occidental. Donc on a dégringolé au même rythme que les autres, mais comme on partait de plus bas, on est arrivé plus bas. Et ça veut dire que l'économie française a toujours été majoritairement agricole et tertiaire par rapport à l'industrie. Deuxièmement, une façon qu'on peut utiliser, une métaphore qu'on peut utiliser pour résumer la description de l'industrie qui a été donnée, c'est que vous avez dans toute économie des entreprises qui sont en concurrence locale et des entreprises qui sont en concurrence internationale. L'INSEE, depuis longtemps, avait travaillé sur ce concept en parlant d'économie résidentielle pour les premières et l'économie productive pour les deuxièmes. Il n'y a aucun jugement de valeur, il n'y a pas de différence de revenus, pas de différence de qualification, c'est simplement que la concurrence, elle ne se joue pas sur le même terrain de jeu, et donc pas de la même manière. Une façon de résumer, c'est de dire que l'industrie, c'est l'économie productive. C'est l'ensemble des entreprises qui sont en lutte avec le monde entier à chaque fois. Donc évidemment, ça peut changer. Pourquoi je dis ça ?
c'est parce que, donc à la Fabrique de l'Industrie où je travaille, on produit des études qui viennent répondre aux questions que nous adressent les branches industrielles et qui nous font part de leurs préoccupations du moment. Il y a toujours des préoccupations du moment. C'est toujours la tempête. C'est toujours le branle-bas de combat. Et donc, on a commencé cette histoire en 2011. On ne parlait pas de Trump, etc. Mais il y avait toujours des sujets d'angoisse et sincèrement, ce n'était pas surjoué. C'était des inquiétudes sincères pour la compétitivité de l'industrie. Bon. Donc effectivement, aujourd'hui, le dilemme ou ce qui empêche les industriels français ou européens de dormir, c'est la transition énergétique et c'est Trump, c'est-à-dire c'est la transition énergétique qui est déjà compliquée à mener dans un contexte international qui est devenu d'un seul coup non coopératif. On pensait que tout le monde allait faire les mêmes efforts et qu'au moins on tirerait tous le même boulet et là on est lâché par nos alliés. De sorte qu'on se retrouve à être les seuls, encore volontaristes, à persévérer dans une voie dont on sait que, calcul à l'appui, elle est extrêmement dure à boucler économiquement. Donc le soutien politique aujourd'hui, là encore, il est résolu, en tout cas il est plus fort et plus engagé que ce qu'il n'a jamais été depuis 15 ans ou 20 ans en faveur de l'industrie. Ça c'est certain. L'angoisse qu'on partage tous due au dérèglement climatique y est pour beaucoup, parce qu'on sait bien qu'il faut faire quelque chose pour décarboner nos activités et que les politiques sont les premiers à se rendre compte que les consommateurs citoyens n'ont pas tant envie que ça de changer leur mode de vie. C'est quand même un des aspects du sujet. Donc ça signifie qu'il faut, ça renforce d'autant la pression et la difficulté pour les industriels à continuer à proposer des biens essentiels et des bidules qui ne le sont pas, de moins en moins carbonés, enfin, et de moins en moins mortels pour la planète et les populations. Donc ça y joue pour beaucoup. Évidemment, le choc du Covid y a aussi joué pour beaucoup, c'est-à-dire que quand d'un seul coup, l'exécutif s'est retrouvé à la tête d'un pays qui, d'une part, menaçait économiquement de s'effondrer, mais d'autre part, dont la population constatait qu'elle avait ni masque ni paracétamol, il a fallu répondre à ça. Très sincèrement, sur le plan économique, la pénurie de masques ou de paracétamol, ce n'est pas un immense problème industriel. Je veux dire, ça, j'espère ne pas choquer ceux pour qui le Covid a été une épreuve humaine particulière, mais sur le plan strictement industriel, ça ne justifie pas l'invention d'un nouveau concept de souveraineté, ni des barrières douanières, ni que sais-je encore. On sait tous depuis longtemps que sur les masques chirurgicaux, typiquement, soit on fait des stocks, soit on n'en fait pas, mais imaginez renationaliser des filières, ça risque de ne pas marcher. Toujours est-il qu'il fallait quand même répondre à une forme de... le Covid, c'était une angoisse de mort, et sur le plan économique, ça se prolongeait un petit peu, c'est-à-dire que chacun avait peur de voir le pays s'effondrer de toutes parts. Ça s'est appelé souveraineté industrielle. Entre nous, ça ne veut rien dire, ce n'est pas dans le dictionnaire. La souveraineté industrielle, ça ne se mesure pas, donc on ne pourra jamais dire si on l'a améliorée ou si elle a continué à se dégrader. C'était une réponse politique à un état de choc. Donc il y a des politiques publiques qui sont menées pour essayer de renforcer l'industrie. C'est compliqué parce que, je vous l'ai dit, c'est la guerre permanente, enfin en tout cas c'est la tempête permanente plutôt. Je pense que la mobilisation est sincère et en plus, elle se constate d'un bout à l'autre de l'échiquier politique, et on ne peut pas en dire autant de tous les sujets. Pour autant, développer des politiques dont on puisse dire à coup sûr, là on sait que ça va marcher, ou on a des raisons solides de penser que c'est en bonne voie, c'est délicat quand même. On se bat contre plus fort que nous. Merci. Alors on a, je pense, bien cerné l'état des lieux, le diagnostic de notre champ d'études, l'industrie en France. Alors maintenant, il s'agit de voir comment, aujourd'hui, ici, maintenant, on en a déjà parlé, déjà évoqué quelques défis, notamment le défi climatique, des problématiques sociales, et on reviendra dessus. Mais j'aurais voulu savoir si ce qui fait finalement l'alpha et l'oméga d'une industrie florissante, ce sont des problématiques de compétitivité. C'est ça qui fait que l'industrie
peut perdurer de manière sereine. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, face aux nouveaux défis qui nous sont adressés, est-ce que la définition de la compétitivité n'est pas à repenser, sans parler forcément de décroissance, hein, sans aller dans des excès, mais ne faut-il pas revoir ce concept de compétitivité ? Oui, c'est quelque chose sur lequel c'est intéressant de travailler parce qu'un petit peu comme souveraineté industrielle, compétitivité, on peut y mettre aussi énormément de choses derrière. On a une sorte de consensus là autour de ce terme, à la fois en France, en Europe, oui, il faut de la compétitivité, etc. On peut distinguer déjà deux compétitivités en général en économie. On distingue la compétitivité prix, donc vous êtes le moins cher du marché. Et la compétitivité hors prix, vous faites les meilleurs trucs du marché, un petit peu je pense que vous êtes un petit peu en partie sur ce créneau-là. Souvent, en fait, il y a un petit peu les deux. C'est-à-dire que vous arrivez à vous distinguer par une meilleure qualité, à moindre prix, etc. Donc, c'est un univers assez complexe. La compétitivité prix on va produire au moindre coût, le moins cher possible, etc., c'est vraiment ce qui a drivé les grandes dynamiques industrielles de délocalisation, etc., qu'on a vu dans les années 2000, notamment en France. C'est-à-dire une recherche permanente de l'écrasement des coûts en allant dans du coup, des pays qui venaient de s'ouvrir, dont les règles fiscales, sociales, environnementales, etc., sont, si ce n'est inexistantes, au moins très très largement, beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus favorables aux industriels, on va dire. Tout ça, en fait, ça a un prix, ça a un coût qui n'est pas compris finalement dans le prix final. Donc, et je ne suis pas tout à fait non plus d'accord avec l'idée que c'est le consommateur qui n'est pas prêt à tout ça, etc. En fait, il y a derrière une machine quand même de production, une machine mondiale d'écrasement des coûts, de vendre toujours plus de ventes, enfin de volume de vente, etc., qui crée aussi un environnement qui n'est vraiment pas favorable aux consommateurs conscients. Donc la compétitivité prix d'écrasement des coûts permanente, c'est vraiment une compétitivité du XXe siècle en quelque sorte, et au XXIe siècle face aux défis sociaux, aux défis environnementaux, aux défis même économiques, en fait, de comment on va réussir à produire dans un monde qui change, qui se tend, etc. Pour moi, il faut vraiment un déplacement de la notion de compétitivité en revenant en fait à la base. La compétitivité, c'est quoi ? C'est une compétition. La compétition, c'est quoi ? C'est des adversaires et des règles. Et donc aujourd'hui, les règles sont mal adaptées. Nos compétiteurs, moi je pense que les industriels, ils devraient aussi ne pas dormir en pensant un petit peu à la Chine, quoi, parce que c'est aussi quand même là le plus grand concurrent, et notamment sur toutes les technologies de transition énergétique, justement. Et donc, est-ce qu'on veut vraiment rentrer, est-ce qu'on peut faire vraiment de la compétition avec la Chine, avec les règles de la Chine ou les règles de Donald Trump? Est-ce qu'on peut vraiment rattraper, je sais pas, en moyenne, il y a quoi, 30% de différentiel de coûts vis-à-vis de la Chine par du dumping, par tout ça. Trump, il remonte à 30-50% les importations. Donc en fait, on ne peut pas vraiment être compétitif face à des industries complètement extractives, sur le plan matériel et sur le plan social et sur le plan environnemental. On ne peut pas être compétitif face à du travail forcé, face à des chaînes de production complètement délétères. Donc pour moi, la compétitivité, c'est vraiment reprendre en main, pour la France et pour l'Europe, la construction d'un référentiel de nouvelles règles du jeu, ce qui était complètement en train de faire l'Europe dans le premier mandat von der Leyen avec le pacte vert, le Green Deal, qui est en train d'être détricoté, justement au nom de la compétitivité, mais au nom d'une compétitivité de court terme, qui est celle aujourd'hui d'écrasement des prix, et pas au nom d'une compétitivité de long terme. C'est comment on fait en Europe aujourd'hui pour se créer les avantages de demain, dans le monde de demain, en quelque sorte. Sachant qu'il faut quand même aussi répondre à l'enjeu de compétitivité. Donc c'est comment de court terme. Donc c'est comment on articule court terme et long terme, comment on fait en sorte que ce qu'on fait aujourd'hui pour sauver les industries, etc. Évidemment, on ne va pas décarboner une industrie qui n'existe plus, et on a bien vu qu'on avait besoin de forces productives. Mais comment on fait pour que ce qu'on fait aujourd'hui ne vienne pas, amoindrir, voire affaiblir, voire en fait miner complètement ce que sera la compétitivité dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans.
Et peut-être qu'une entreprise compétitive, dans 10 ans, ce sera une entreprise qui sait faire avec le moins d'eau possible, parce qu'on n'en aura quasiment plus, avec une électricité décarbonée, parce que en fait, c'est vers ça qu'on se dirige, parce que les fossiles, on a bien vu que ça nous crée des coûts supplémentaires et des dépendances dont on veut se défaire, qui saura produire sous 40 degrés pendant 3 semaines l'été. Donc voilà, c'est des entreprises en fait, qui sauront à la fois agir sur l'atténuation et sur l'adaptation au dérèglement climatique et aux conflits mondiaux. Donc, voilà. Alors justement, vous avez dit tout à l'heure, les chefs d'entreprise ne devraient pas dormir en pensant à la Chine. Alors nuit de Chine, nuit câline. Monsieur Delabrosse, est-ce que vous avez des insomnies en pensant à la Chine? Et justement, en termes de compétitivité, comment vous êtes, est-ce que vous sentez, vous, une adaptation, une évolution de votre compétitivité, et notamment peut-être sur avec votre vision très terrain, si on peut parler aussi de la dimension sociale qui est très importante en France au regard si on la compare à d'autres pays, comme ça a été évoqué, socialement plus permissif, on va dire. Bon, il y a pas mal de questions. Après, moi, ce que je dis à l'équipe, et ce dont on essaie de se convaincre, c'est ni complexe de supériorité, ni complexe d'infériorité. C'est-à-dire que peut-être il y a 20 ans, on se disait, bon, on va aller, je sais pas, peut-être au Portugal ou en Chine. Clairement, là, on allait voir des industries qui étaient à un niveau plus basique, moins évolué que nous. Et donc, on allait pouvoir leur taper sur l'épaule et leur dire comment faire. Bon, ça c'est une erreur absolument majeure. Et je pense qu'il faut se rendre compte. Moi, je parlais avec un ami qui m'a donné une bonne idée. C'est on va sur les salons avec des lunettes méta pour photographier les produits chinois. C'est-à-dire que, oui, quand j'étais gamin, on avait l'histoire des Japonais qui venaient prendre des photos des produits. Mais là, maintenant, non, c'est nous qui allons prendre des photos des produits chinois, parce que les Chinois sont hyper rapides, très bons. Alors, dans les Chinois, il y a de tout, hein. Il y a des Chinois très bons et il y a des Chinois basiques. Et après, du point de vue social, il y a aussi, alors je pense que la moyenne est quand même très inférieure à l'Europe, mais il y a aussi des Chinois assez évolués et qui sont dans des standards, à mon avis, à peu près acceptables, et puis des Chinois qui sont souvent des sous-traitants de rang 3, qui sont dans des standards épouvantables. Donc, pas de complexe, surtout pas de complexe de supériorité, parce que là, c'est aller directement à la catastrophe, et pas de complexe d'infériorité non plus, parce que on a nos atouts. On a des universités qui forment des ingés de très bonne qualité. On a de l'énergie qui est décarbonée, pas si chère que ça. Alors moi, je ne suis pas dans un secteur qui consomme tant d'énergie, donc on ne fait pas de l'alu. Enfin voilà. Donc, mais voilà, du point de vue énergie, je n'ai pas l'impression d'être disqualifié. Et après, la compétitivité, nous, on joue à fond la compétitivité hors prix. C'est-à-dire que prix, si on sait qu'on va se battre sur le prix, on ne va pas y arriver, c'est impossible. Donc, nous, c'est effectivement d'être le fournisseur préféré parce qu'on va donner un bon service, on aura bien compris l'exigence du client. On est dans un domaine, la chimie, qui est en fait assez jeune parce qu'il date des années 50, 40, enfin c'est la chimie allemande. Mais il y a des nouveautés régulières qui rebattent un peu les cartes de la technologie. Et donc, si on est à l'affût, on peut faire un petit pas de côté et puis prendre une technologie qui est montante et donc avoir un avantage technique. Mais donc, ça suppose d'être très alerte. Et après, sur les marchés, on a dit l'industrie d'aujourd'hui n'est pas la même que celle d'il y a 20 ans. Mais moi, je pense que ce qui est encore plus vrai, c'est que l'industrie de dans 20 ans sera encore hyper différente de l'industrie de maintenant. Donc, nous, on doit être, enfin moi, en tant que chef d'entreprise, je dois être très, très alerte avec toute l'équipe pour arriver à sentir les marchés qui vont bouger, où est-ce qu'il y a un vent portant, et puis être assez flexible pour pouvoir bouger notre système vers ces vents qui sont plus portants. Ma phrase un peu je dirais de résumé, c'est qu'un bon manager ne gagne jamais contre un mauvais marché. Donc, si on est sur des mauvais... Et j'aurais tendance alors là, je vais dans un domaine qui ne me concerne pas, mais à mon avis, une bonne politique publique ne gagnera pas contre un mauvais marché. Donc, moi, ça me concerne pas parce que nous, on fait pour notre sujet à nous. Mais voilà, on est vraiment à l'affût de se dire, ok, c'est vrai que, enfin, on le voit, il y a des marchés qui sont en croissance. Quand on va sur place, le sentiment est très différent. Les clients cherchent, vous disent accélérez, investissez, on va vous acheter, c'est bon, votre prix sera le mien. Enfin, on a ce genre de, je résume un peu, mais enfin, on a ce genre de système, alors qu'effectivement, dans un univers très français ou très ouest européen,
les situations sont relativement, pas figées, mais enfin assez stables. Et oui, effectivement, on est sur des petits gains ou des petits concepts marginaux qui sont moins faciles à faire bouger. Et après, nous, voilà, ce qu'on cherche, c'est effectivement d'être dans des écosystèmes où les clients veulent ce que j'ai dit, c'est-à-dire un service haut de gamme, des produits. Enfin, nous, maintenant, dans le staff, on a plein de gens qui bossent sur des sujets, par exemple, de toxicologie. C'est-à-dire que les clients veulent savoir ce qu'il y a dans le produit. Donc, nous, on mobilise toute notre chaîne de fournisseurs pour savoir précisément est-ce qu'il n'y a pas tel type de produit voilà, qui est dans nos produits et qui n'achèteront pas si on n'a pas fait tout ce travail. Donc, ça nous distingue d'une boîte qui ne serait pas organisée pour donner tout ce genre de choses. Donc, et ça, ce n'est pas vraiment du prix. Alors, en revanche, c'est des coûts. Donc il faut aussi que ces clients-là soient prêts à avoir, je dirais, le courage de prix de leurs exigences et se disent oui, moi je ne vais pas acheter si je n'ai pas ça. Je sais que ça va coûter 2 ingés, 2 chimistes chez Addex et ben oui, ça sera inclus dans le prix. C'est la problématique on y reviendra sans doute tout à l'heure, sur des nouvelles normes qui imposent aussi de nouveaux contrôles et qui ont forcément des coûts, mais qui permettent aussi de dégager des produits d'une meilleure qualité et mieux positionnés sur le marché. Donc on voit encore ce que vous dites, c'est cette compétitivité protéiforme, donc ça rajoute encore une complexité au système. Alors on l'a évoqué brièvement tout à l'heure, il y a quand même un gros enjeu qui va avoir évidemment une incidence très importante sur l'industrie, c'est le climat. Madame Perron l'a évoqué rapidement tout à l'heure, peut-être détailler, revenir sur ce sujet-là qui va avoir, à n'en pas douter, dans les années qui viennent, et c'est déjà bien engagé, des impacts très très forts, j'imagine, en termes de normes notamment. Alors déjà, ça aura des impacts physiques, matériels. Et effectivement, il y a 2 enjeux pour l'industrie, je les ai un peu évoqués rapidement, vis-à-vis du dérèglement climatique et de l'ensemble de la crise environnementale et du dépassement. On parle beaucoup de dépassement de limites planétaires et ça inclut aussi ça inclut l'eau, ça inclut les pollutions, ça inclut beaucoup de choses. Adaptation et atténuation, c'est les 2 défis effectivement de l'industrie. Mais c'est les défis en fait de plein de secteurs. L'industrie en France, c'est le 3e secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre. Mais en fait, et donc il y a d'abord le premier point, c'est de rendre l'industrie à la fois compatible, mais aussi robuste au dérèglement climatique. Donc à la fois baisser les émissions, mais aussi effectivement transformer, enfin en tout cas prendre en compte dans les processus industriels les effets que peuvent avoir le dérèglement climatique. Donc ça, c'est pour l'industrie en tant que telle, mais l'industrie, elle a aussi un rôle pour décarboner et pour réduire les impacts des autres secteurs. Parce qu'en fait, le premier, c'est les transports, mais les transports, c'est quoi ? Du coup, c'est des bus, c'est des voitures, donc en fait, c'est des biens matériels qu'il faut adapter aussi. Donc c'est tout l'enjeu des filières de décarbonation dont je vous parlais. Ça va évidemment beaucoup l'énergie, les énergies renouvelables, les panneaux solaires, les éoliennes, etc. Et le 3e enjeu très fort, on va dire, de l'industrie, c'est un petit passage obligé par la sobriété, ce qui n'a pas du tout été à l'ordre du jour ces derniers temps. Et c'est donc à la fois, pour décarboner, c'est à la fois de l'efficacité énergétique, mais ça quand même les entreprises s'y sont énormément mises, et notamment en 2021-2022, il y a eu beaucoup d'investissements faits pour l'efficacité énergétique. Il y a des technologies de rupture, donc tout ce qui est des innovations qui vont permettre d'améliorer les procédés, de réduire les impacts, etc. Et puis la sobriété, c'est dans tous les, dans tous les plans, même les plus technophiles, le Shift Project, ils ont 20 à 40% de sobriété, c'est-à-dire de réduction de la consommation des matières et de réduction de la consommation de l'énergie et potentiellement de réduction des volumes aussi, qui n'est pas du tout la direction qui a été prise ces derniers temps. Et donc, effectivement, il y a une partie de ces investissements, une partie de ces transformations, de ces changements que les industriels font déjà, parce que certains et certaines sont très conscients de ça. Il y a des politiques publiques qui ont été très volontaristes, notamment parce que les émissions de l'industrie sont très concentrées vers une 50aine de sites qui sont très ciblés, qui font l'objet de politiques publiques pour décarboner, etc., avec une efficacité relative, on va dire. Mais il y a aussi beaucoup d'entreprises et beaucoup d'industries qui sont focalisées sur le court terme et sur la survie, ou alors avec des intérêts
vraiment pas alignée. Et il y a beaucoup d'entreprises en fait qui sont des conglomérats multinationaux avec des investisseurs qui demandent de la rentabilité et pas de stratégie de long terme. Ils demandent du 15% dans les 5 ans et pas une réduction de la consommation d'eau dans 10 ans. Donc il y a un rôle de la puissance publique à ce moment-là pour aligner les intérêts de long terme, les intérêts sociaux, les intérêts environnementaux et aussi en fait les intérêts économiques de long terme face, encore une fois, à ce court-termisme et à cet écrasement permanent des coûts qui est complètement délétère vis-à-vis de ça. Alors, qui dit politique climatique dit aussi émergence, le politique se mobilise de nouvelles normes qui viennent peut-être perturber, pour ne pas dire polluer l'activité des industriels. Vincent Charlet, est-ce que vous, à la Fabrique de l'Industrie, vous identifiez des contraintes opérationnelles liées à ces nouvelles normes, notamment climatiques, et à l'inverse, mais on l'a même déjà un peu évoqué, est-ce que finalement cette nécessité climatique, elle ne pourrait pas se présenter comme un avantage pour des industries matures comme celle de l'Europe de l'Ouest, ainsi qu'en a parlé monsieur Delabrosse? Oui, alors, c'est un très vaste champ de questionnement, non pas seulement pour la Fabrique, loin de là, mais pour un très grand nombre d'économistes. Pour moi, la compétitivité d'une entreprise ou d'un secteur, c'est un autre mot pour parler de son espérance de vie, la probabilité d'être encore là dans 3 ans, dans 5 ans. Et donc, pour moi, c'est un descripteur statistique, neutre, qui n'est pas en soi porteur de valeur et de conflit de valeur. Le problème survient lorsque il faut faire des arbitrages au nom de la compétitivité, par exemple, ou au nom de l'environnement, avec plus ou moins de mauvaise foi, ou des calculs à plus ou moins court terme. Et là, évidemment, les débats commencent. Mais on peut se dire que notre problème, il est celui de, j'entends parfois l'expression décarbonation compétitive, il est celui de réussir à trouver une feuille de route, un chemin qui fonctionne pour décarboner l'économie. Et alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Décarboner, pardon, je me focalise là sur le carbone, mais effectivement, on peut étendre ça à l'ensemble des dépassement des limites planétaires et des pollutions ou consommations excessives en eau. Enfin, le carbone n'est pas le seul problème. L'Union européenne, et la France en particulier, ont des politiques qui sont quantitativement et à l'échelle du monde entier très en avance, volontaristes. Non seulement les seuils, les exigences sont plutôt plus élevées qu'ailleurs, mais en plus, la France et un petit nombre de pays européens ont tendance à accentuer encore la pression réglementaire en termes de seuil, en termes de coût du CO2, par exemple, ou de limitation. Bon, premier point. Deuxième point, ces politiques, elles marchent plutôt, au sens où dans les territoires et les pays où ces réglementations sont constatées, eh bien, on observe effectivement une diminution de la pollution, une diminution des émissions, une diminution des maladies liées aux pollutions. Et donc, il n'y a pas tellement de débat là-dessus sur le fait que ces instruments limitatifs apportent les bienfaits qu'on en attendait. Et donc, vu comme ça, la question est plutôt qu'est-ce qu'on attend pour en faire encore plus ? Donc, il y a au moins 2 sujets, puisque justement la France et l'Europe font un peu la course en tête ou sont une sorte de laboratoire à ciel ouvert de ce que peut-être il faudrait faire sur l'ensemble de la planète. Le premier, il est précisément le fait que ailleurs, les efforts réglementaires sont beaucoup plus timides. Et là, l'Europe est face à ces contradictions. C'est-à-dire que l'Union européenne continue à dire, et les États, enfin l'ensemble des États membres continuent à dire, bon écoutez, on a refait tous les calculs à chaque fois, on a bien revérifié dans la littérature, on est désolé, mais le commerce mondial
nous aide à maintenir notre niveau de vie. Donc, autrement dit, si on bloque l'accès ou le commerce avec des pays qui ne respectent pas les mêmes règles que nous, on va globalement s'appauvrir. Et au passage, c'est exactement ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est-à-dire que les États-Unis, depuis le fameux Liberation Day, sont en train de détruire à un rythme avancé des emplois manufacturiers, c'est-à-dire que la politique tarifaire de Trump est en train de se retourner contre ceux à qui il avait justement promis de les aider. Et donc on est face à ces contradictions qu'on connaît bien et qu'on a entendues plein de fois dans les journaux. Les industriels français ou européens disent « Écoutez, vous nous demandez de produire des noisettes sans pesticides, très bien, mais vous savez que nos rendements vont en être réduits de 20% ou 30%. Pourquoi est-ce que vous autorisez l'importation des noisettes avec pesticides depuis la Pologne ou depuis ailleurs? C'est juste pas logique. Même chose avec les pommes, même chose avec l'aluminium carboné, l'acier carboné. Bon, bref, c'est tout un catalogue de produits qui devraient être vertueux ici, mais qui peuvent passer la frontière sans problème. Donc là-dessus, il y a un problème qui est à la fois conceptuel, parce que il faut choisir entre un raisonnement, on va dire, limitatif sur le plan des émissions de CO2 ou des pollutions contenues dans un produit, et ce raisonnement qui consiste à dire si on se prive du commerce international, en gros, on diminue notre niveau de vie, pouvoir d'achat ou quantité d'emploi. Et il est aussi pratique, c'est-à-dire que vous avez peut-être entendu parler de l'ajustement carbone aux frontières, c'est-à-dire cette décision, sur suggestion française d'ailleurs, de l'Union européenne de mettre en place un contrôle des importations. Alors c'est sur certains produits seulement, acier, verre, voyons voir, ciment, je crois, ajustement carbone à la frontière, en disant si on importe depuis la Chine ou depuis la Turquie des produits carbonés, il faudra payer la différence à la frontière, comme ça au moins tout le monde est soumis aux mêmes règles. Mais en pratique, c'est un enfer cette affaire-là, c'est-à-dire que tout le monde a bien compris que ça allait être assez facile de tricher, sans compter sur le fait que qu'est-ce que vont faire ceux qui fabriquent des produits assemblés, par exemple, je sais pas, une véranda, vous avez besoin d'acier ou d'aluminium et de verre. Aujourd'hui, ça vous coûte plus cher que vous les achetiez auprès d'un fabricant français ou que vous les fassiez venir en dehors d'Europe, parce que de toute façon maintenant le carbone se paye. Vous avez fabriqué votre véranda en Tunisie ou en Turquie pour servir le marché français. La véranda, elle n'est pas taxée, alors qu'il y a le même carbone dedans, et c'est fini. Donc ça veut dire que cet outil qui était destiné à protéger le marché européen des importations de produits carbonés, en réalité, à la limite entre les produits taxés et pas taxés, concernés et pas concernés, devient une incitation à délocaliser. C'est le monde à l'envers. Donc on a un vrai problème profond d'articulation entre on va dire, une logique commerciale, avec tous les bienfaits qui ont été attestés depuis longtemps, et une logique réglementaire sur l'efficacité des politiques qui visent à décarboner ou à réduire les pollutions. Deuxième point, je suis beaucoup plus rapide, il y a un deuxième problème, un angle mort, et là les économistes sont formels, ils le disent. Globalement, ces politiques, par exemple, qui consistent à donner un prix, un coût au carbone pour inciter les entreprises à décarboner, et les consommateurs en bout de course également, ça marche et c'est plutôt favorable à l'innovation et à la croissance parce que tout le monde est obligé de se creuser un peu la tête pour savoir comment on va faire pour produire le même ruban adhésif ou la même véranda avec moins de carbone. Donc c'est favorable à l'innovation, c'est favorable au dépôt de brevets, c'est favorable à la croissance économique, sauf que pour les secteurs directement concernés, ceux qui fabriquent le verre, l'acier ou l'aluminium typiquement, ça, il y a encore un effet négatif. Et donc l'Union européenne est en train de se décarboner. Elle a inventé des politiques qui améliorent la santé et qui améliorent le progrès économique ou la croissance économique en se décarbonant, mais elle fait fuir hors d'Europe les matières premières carbonées dont elle a besoin et qu'elle continue de consommer. Donc il y a une forme d'hypocrisie, ou en tout cas de point très insatisfaisant,
l'actualité d'Arcelor en est un exemple parfait. On est obligé de se dire entre nous, d'admettre que pour l'instant, ce dispositif administrativo-politico-légal, il comporte une grande défaillance, c'est qu'on ne sait pas traiter le cas des industries intensives en carbone. Alors, on a parlé, vous avez dit ce mot un peu fort, hein, d'une certaine hypocrisie qui crée une situation ambivalente avec des oppositions, on croit bien faire d'un côté, et finalement ça a des effets de bord qui sont qui vont plutôt à l'inverse, hein, de cette problématique, notamment climatique. Et on a bien vu au travers de la situation aujourd'hui de l'industrie qu'on avait des défis vraiment et une mutation du secteur très importante. Alors si on se tourne maintenant vers les leviers, hein, pour pouvoir résoudre cette équation, et pour rester dans le domaine un peu de la volonté, de la vision politique, aujourd'hui, est-ce qu'on a, ou demain, quels seraient, si on peut se permettre de parler à l'oreille de nos futurs candidats, quels seraient les conseils ou les injonctions dont on pourrait leur faire part pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Madeleine Perron, peut-être du point de vue de l'Institut Veblen, qu'est-ce que vous auriez, vous, à leur dire? Beaucoup de choses. Non, déjà, je pense que c'est pas uniquement, c'est pas moral, c'est pas de l'hypocrisie, ce qui se passe entre des ambitions environnementales, normatives, réglementaires très élevées, aussi tout un tas d'outils économiques d'incitation extrêmement coûteuses qui ont essayé d'être mises en place, et qu'on a un retournement politique extrêmement fort, et qu'au moment, on s'était équipé quand même d'un certain nombre, un arsenal commercial européen. Pas ridicule, hein, et je veux dire, le mécanisme d'ajustement aux frontières, bien sûr qu'il est imparfait, bien sûr qu'il peut être perfectionné, et on peut y travailler, on peut y mettre des moyens aussi. Le moment politique, là, il est d'une oreille extrêmement attentive aux industries qui ont beaucoup aussi à y perdre, et il faut regarder l'influence des lobbies à Bruxelles en ce moment, sur le détricotage justement de tous ces instruments qu'auraient dû permettre de mettre en place ce que nous, à l'Institut Veblen, on appelle un bouclier vert, c'est-à-dire il y avait le pacte vert et puis le bouclier vert. Alors oui, c'est un petit peu protectionniste, et oui, on remet un petit peu en cause ce libre-échange totalement dérégulé, etc. Mais en fait, ça a quand même quelques vertus économiques aussi. Et peut-être qu'on peut aussi maintenir, c'est-à-dire sans parler de niveau de vie, mais au moins un bien-être social et européen au moins équivalent, peut-être même en consommant un tout petit peu moins de gadgets ou de choses comme ça. Donc ça, je veux dire, on a des outils. Il nous manque un petit peu effectivement de volonté politique, mais là les intérêts politiques, donc notamment de la droite et de l'extrême droite arrivés au Parlement européen en force, elle est plutôt à dire non, toutes ces normes-là, c'est n'importe quoi, on va déréguler. Alors ils appellent ça la simplification, mais de moins en moins. Maintenant, même Ursula von der Leyen dit on est d'accord qu'on a besoin de déréguler. Et j'en reviens à ce que je disais sur la compétitivité. En fait, on peut déréguler tant qu'on veut, mais on a quand même des standards sociaux et environnementaux un petit peu plus élevés. Donc en fait, c'est une impasse, parce qu'on arrivera, même si on dérégule autant qu'on veut, on n'arrivera pas à devenir compétitif face à nos concurrents en quelque sorte. Donc nous, on est plutôt sur une ligne de prendre en compte vraiment les obstacles réels aujourd'hui aux transformations de l'industrie, c'est-à-dire qu'on n'a effectivement pas de marché pour les produits décarbonés parce qu'on ne l'a pas créé. Il n'y a effectivement pas beaucoup de clients qui sont prêts à payer 2 € de plus pour un produit décarboné, mais en fait ça c'est aussi un cadre économique qui se crée, et qui se crée par des institutions, et des institutions politiques et économiques. Les investissements sont extrêmement élevés. On le voit à Dunkerque, c'est plus d'1 milliard d'euros pour les hauts fourneaux, etc. Il y a beaucoup de choses en place, mais il y a en fait les forces de la mondialisation qui amoindrissent un petit peu les volontés politiques aussi. Donc c'est des choses à prendre au sérieux, le commerce international évidemment, le problème de first mover, c'est-à-dire vous êtes la première entreprise à complètement décarboner, à avoir un adhésif hyper quali, environnementalement parlant, socialement parlant, etc.
mais si vous n'avez pas effectivement le marché qui suit ou les politiques publiques qui protègent un petit peu, une politique économique qui protège un petit peu face à la concurrence, en fait vous êtes le premier à avoir investi. Et puis et là, tous les reculs qu'on voit de dérégulation et de recul sur les normes environnementales et sociales, en fait, elles posent un problème énorme aussi à ces industries, à ces entreprises qui avaient investi, qui sont les premiers à bouger. Et ça, c'est dramatique aussi pour la compétitivité européenne, plutôt du coup hors prix. Tout ce contexte d'incertitude et d'instabilité politique et géopolitique aussi est extrêmement défavorable à tous ces investissements et à toutes ces transformations. Après, sur les solutions, il y a déjà plein de choses en place, il y a déjà plein de plans. L'ADEME a fait des scénarios qui sont extrêmement qualitatifs et sur lesquels il faut du débat public pour avancer. Cet arsenal commercial de l'Union européenne qui est déjà en place, et puis des incitations effectivement aux économies d'énergie, à la sobriété. Et là, le grand sujet aujourd'hui européen et français aussi, donc autour du Made in France et autour du Made in Europe, de mettre des critères de préférence européenne pour assurer en quelque sorte une localisation, une relocalisation de certaines chaînes de valeur, de certaines productions stratégiques. Reste à définir un petit peu quelles sont les productions stratégiques. Et là encore, pour nous, ça doit être l'objet de débat et d'un débat démocratique. Très bien, merci. Alors maintenant, si on revient sur la focale terrain, Monsieur Delabrosse, vous, de votre point de vue de chef d'entreprise, sur le terrain, c'est quoi les principaux leviers que vous préconiseriez? Alors on a parlé tout à l'heure d'agilité, on a parlé même d'espionnage, 007 dans les salons, vous nous avez expliqué. Quels seraient les autres leviers, notamment les aspects sociaux sur des problématiques de fierté d'appartenance des collaborateurs ou de filières de formation? Alors, je n'ai pas envie de répondre à votre question. Parce que j'ai envie de répondre peut-être reprendre un tout petit point de notre point de vue sur la transition écologique, peut-être, oui. Si vous êtes OK. Mais bien sûr. Mais je vais quand même garder votre idée pour après. Donc, nous, si on est lucide, on est une entreprise extractive. C'est-à-dire que si je me mets à l'entrée de l'usine le matin, qu'est-ce qui rentre? Un camion. Qu'est-ce qu'il y a sur le camion? Il y a des fûts. Dedans, il y a des dérivés de pétrole. Donc des produits chimiques. Après, on va les formuler et on va les mettre sur un tissu, c'est du viscose, dérivé de pétrole, sur des films, dérivés de pétrole. Donc voilà, nous, on ne peut pas être... si on veut être un peu raisonnable, on est obligé de se dire, OK, on est dans le sujet. Alors peut-être moins, parce qu'on est plus loin je dirais, de l'extraction pure que d'autres, mais enfin, en attendant, on est dans le sujet. On est obligé d'y penser, par honnêteté intellectuelle, et j'allais dire plus que par ça, parce que c'est un sujet essentiel pour la survie de la boîte. C'est-à-dire, OK, dans 20 ans, que devient cette boîte qui est complètement dépendante du pétrole? Et après, je pense que ça a été bien dit, et on a les deux volets, c'est-à-dire qu'il y a un volet défensif, qui est de se dire, OK, peut-être que le prix de ces matières premières va s'envoler, peut-être qu'il va y avoir des réglementations très contraignantes, peut-être qu'il n'y aura tout simplement pas de matière disponible. Donc il y a plein de menaces qui sont, si on se projette, et moi je ne le projette pas dans un horizon temporel très lointain, parce que 20 ans, moi je me rappelle très bien de moi il y a 20 ans, et donc ça me semble hier. Donc voilà, nous on doit vraiment y réfléchir, et après, effectivement, il y a l'autre volet qui est de se dire, bon ok, est-ce que nous, par nos technologies, on a un rôle à jouer? Est-ce qu'il y a peut-être des endroits où les adhésifs peuvent apporter quelque chose de positif? Donc on fait cette double réflexion. Nous, par exemple, pour essayer de... Alors ça suppose que collectivement, l'équipe, nous on n'est pas une grosse équipe, mais enfin, on monte en compréhension des enjeux, et donc ça c'est un gros effort qu'on a fait depuis 3-4 ans. Fresque du climat pour tout le monde, The Week, on a participé, nous, cette année, à la Convention des entreprises pour le climat. Et ce que moi j'en ai retenu, c'est qu'effectivement, moi, limite planétaire, on m'aurait dit limite planétaire il y a 4 ans, enfin, j'aurais dit, très intéressant, je sais pas. Maintenant, on voit à peu près. Il y a 3 ans, on était très focus carbone. Maintenant, on a compris, oui, il n'y a pas que le carbone, il y a aussi l'eau, il y a aussi l'acidification des océans. Il y a d'autres choses. Donc, je dirais, collectivement, on progresse dans notre compréhension du problème. Alors, c'est pas pour ça qu'on a forcément trouvé toutes les solutions, mais je pense que c'est déjà un premier élément d'être bien lucide et d'avoir des schémas d'analyse et de pensée qui soient
pas forcément, on n'est pas des chercheurs, donc on ne sera pas à la pointe, mais enfin qui ait intégré des éléments assez basiques qui vont nous permettre d'avancer. Ensuite, nous, on fait depuis très longtemps du boulot, je dirais, assez simple, mais d'atténuation, c'est-à-dire que voilà, on a fait le bilan carbone de l'entreprise. 81%, c'est les matières qui rentrent dans notre usine. Donc il y a toute notre consommation d'énergie sur le site, mais une énorme partie, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire c'est la conception des produits. Donc le labo, leur boulot, c'est de reconcevoir des produits le maximum pour pouvoir réduire l'empreinte carbone des composants. Donc c'est un boulot de tous les jours. On a un plan qui s'appelle ZOZOC, c'est moi qui ai eu l'idée. Donc ça s'appelle Zero Organic Solvent Option Commitment. On reconfigure les produits pour pouvoir proposer à tous nos clients un produit où les adhésifs sont sans solvant organique. C'est un boulot de très long terme. Hein. On n'avance pas très vite, mais quand on recule et qu'on se retourne, on voit quand même qu'on a fait pas mal de progrès. Nous, on avait, par exemple, il y a 15 ans, on avait 70% des adhésifs qui étaient avec des solvants. Maintenant, on a inversé la proportion et on est passé à 70% d'adhésifs sans solvant. Donc, on progresse. Après, ça a mis 15 ans, c'est des invests, c'est de la R&D, c'est du boulot. Et les clients ne sont pas bouleversés par cette chose. C'est-à-dire qu'ils trouvent ça bien, mais enfin, il n'y en a pas qui nous disent « je veux payer plus cher, envoyez-moi des camions complets » et tout. Non, c'est bien, mais voilà. Donc on le fait quand même pas mal pour nous. Après, on le fait aussi d'un point de vue défensif, parce que moi, je me dis peut-être qu'effectivement, il va y avoir une résolution de l'Union européenne qui dit plus de solvants. Voilà. Et donc là, j'aurai 70% de mon business qui est sécurisé, entre guillemets. Et donc, je sais qu'on va pouvoir... on a tout un travail de R&D qui est en cours. Donc voilà, on fait ce genre de boulot. Et l'autre volet, c'est de se dire, OK, nos produits, à quoi ils servent? Est-ce qu'ils sont utiles pour le vivant au sens large? Dans l'industrie, voilà, on fait des membranes qui servent à mieux isoler les bâtiments. Dans les produits de la santé, ça va pas de soi. On se dit, bon, la santé, oui, la santé, il faut. Mais les produits de la santé, c'est quasiment que ce qu'on appelle one-time use. C'est-à-dire qu'un pansement, je prends, je mets, je jette. Alors que peut-être des produits d'équipement, on va consommer du carbone ou du plastique, mais enfin, ça va être pour un usage qui va être plus long. Donc voilà, on n'a pas de solution, enfin, on n'a pas un résultat d'équation immédiat qui nous dit, OK, fais ça, mais on a des schémas d'analyse où on se dit, OK, on doit trier un peu nos différentes applications. Et puis, c'est vrai que, par exemple, actuellement, l'aviation, ça cartonne. L'aviation, et des avions, il y en a plein. Donc, les gens veulent prendre l'avion. Enfin, nous, on a un site en Slovaquie. Les gens, quand je vais les voir, on parle avec eux, dès qu'on part du sujet professionnel et qu'on dit, OK, tiens, ça va, ils veulent dire leurs vacances, et plus ils vont aller loin, mieux c'est. Alors, c'est un petit peu caricatural, mais c'est quand même un peu ça. C'est-à-dire que le voyage lointain, ça reste un marqueur de je sais pas quoi, de vie réussie, quoi. De vie réussie, c'est peut-être un peu caricatural, mais enfin... et donc, ça se traduit, de toute façon, enfin, moi je ne suis pas économiste, mais enfin, j'ai l'impression que le marché de l'avion, même si nous on pense que il faut faire attention de ne pas prendre l'avion plus que nécessaire, ça marche très fort. Donc nous, c'est vrai qu'on pourrait dire, des adhésifs dans les avions, il y en a plein. Hein. Voilà, on se dit, non, on ne va pas y aller, parce que on a d'autres trucs à faire qui nous semblent plus utiles, probablement plus à l'abri de retournement, parce que voilà, la société dit non, en fait, commence à comprendre, et puis et les chiffres climatiques sont accablants. Ça, il faut quand même se dire les trucs. C'est vrai que quand on fait la fresque du climat et tout ça, bon, c'est pas rassurant. Moi, je suis pas encore très rassuré. Je sais pas si je dors pas à cause des Chinois, mais en revanche, effectivement, la boîte dans 20 ans, je sais pas trop à quoi elle va ressembler. Bon, d'entre-temps, on a du temps pour y penser, mais... Et sur le volet social, alors, c'est rien à voir avec ADEX et votre activité, mais l'adhésion des collaborateurs, comment on l'a fait dans une boîte d'adhésifs? Donc ça, c'est le projet, c'est-à-dire que toujours beaucoup d'humour dans ces questions, c'est plaisant. Le projet, alors effectivement, je dirais, ces discussions, on les a pas, on fait tous les 6 mois des réunions de tout le personnel, on n'a pas ces discussions forcément aussi détaillées de OK, à quoi ça ressemble dans 20 ans. On essaie d'embarquer tout le monde sur l'importance quand même de grands axes, pourquoi on fait les choses, pourquoi on change nos process. Je dirais, voilà, mais on n'a pas, d'ailleurs,
les 800 salariés ne sont pas venus ce matin. Mais ensuite, je dirais comme n'importe quelle boîte, je pense que ce n'est pas lié à une boîte industrielle, mais enfin, on essaye d'emmener tout le monde, enfin, la personne morale, l'entreprise, voilà, embarque un projet, et puis mon boulot, c'est quand même d'essayer de mobiliser tous les employés autour de ce projet. Donc après, c'est d'autres sujets dont on n'a pas trop parlé, mais enfin, c'est moi pourquoi je suis amoureux de l'industrie, parce que c'est le métier d'abord. Les gens, ils ont un métier, ils font pas juste un job, quoi. Et je suis toujours assez étonné que les ouvriers, par exemple, sont quand même dans une espèce d'inquiétude. Qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, l'industrie se casse la gueule. Je lis dans le journal que telle autre boîte ferme. Est-ce que nous, on va fermer? Donc je leur dis, écoutez, non, on se défonce pour pas fermer. On se défonce pour être performant. On a besoin d'être performant parce qu'on a besoin de moyens pour faire ces investissements de transition écologique, faire ces recherches de modification de portefeuille de produits, faire ce travail des exigences clients sur la toxicologie des produits que j'ai évoqué. Il faut qu'on soit rentable. On a vraiment besoin de pas mal de moyens pour faire tout ça. Mais je leur dis, non, enfin, vous avez un métier. Et quelqu'un qui a travaillé dans l'industrie, qui sait les machines, c'est compliqué. Enfin, moi, je ne sais pas faire marcher la machine, parce que ce n'est pas mon métier. Et je pense que nous, voilà, il n'y a pas forcément grand monde dans la salle qui saurait immédiatement faire marcher la machine. Donc, on est une société où il y a plein de métiers, des chimistes, des gens de maintenance, des opérateurs machines. Aucun métier n'est basique, aucun. Et donc, toutes ces personnes, on essaie aussi, nous, ce qu'on leur doit, c'est de les former et puis de les faire au moins suivre le mouvement de qu'est-ce qui est, je dirais, peut-être pas à la mode, mais bon, par exemple, j'ai un sujet qui me vient en tête, c'est la vision industrielle. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est, mais c'est actuellement, c'est un truc, pour moi, c'est une lame de fond, c'est-à-dire que tous les produits maintenant sont tous contrôlés avec des caméras. Et puis une caméra permet de piloter une machine. Donc ça, c'est des trucs, il y a 10 ans, ça existait, il y a 20 ans, ça existait, mais ça suit la courbe des ordis et donc la puissance de calcul. Les produits les solutions sont beaucoup plus à jour, et donc nous, on doit tout le temps cavaler pour comprendre comment ça évolue. Donc voilà, on a ce métier qui doit évoluer et qui, je pense, fait la fierté des gens, s'ils en sont conscients. S'ils en sont conscients qu'effectivement, chacun dans l'entreprise a un métier qui peut mettre en jeu et qui serait valable dans la boîte d'à côté, et puis qui n'est pas uniquement lié à notre métier. D'accord, donc là, on comprend qu'on a les ingrédients pour on imagine une industrie performante, vivante dans les prochaines années, hein, l'agilité, une réglementation bien pensée, un engagement du politique, des collaborateurs qui sont engagés, qui sont fiers de travailler au sein de l'industrie. Mais évidemment, un secteur a besoin de 109. En termes de formation, est-ce qu'aujourd'hui, alors peut-être Madame Chambaz ou Monsieur Charlet peuvent nous éclairer sur le sujet, aujourd'hui les jeunes, quelle est la vision qu'ils ont de l'industrie, et est-ce qu'on s'assure d'avoir, dans ce contexte de revalorisation de l'industrie, de revitalisation de l'industrie, les ressources dans 10, 20, 30 ans? Je n'aurais pas beaucoup de statistiques à vous donner là-dessus, sur la vision des jeunes. Hein, effectivement, bon, il y a quand même des formations qui sont assez performantes en France. Je pense qu'on va s'appuyer là-dessus. Il y a un niveau scolaire qui finalement s'est pas mal développé ces dernières années, même si de temps en temps il est soumis à critique. Et on peut espérer que ça permettra justement de développer les compétences qui sont nécessaires pour passer le cap de la transition écologique, notamment avec toutes les adaptations que ça va nécessiter. Mais peut-être que vous en savez davantage que moi sur le sujet. Alors j'entends souvent des gens décrire le verre plutôt à moitié vide sur ce plan-là, c'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de métiers qui sont dits en tension, c'est-à-dire sur lesquels les recrutements sont compliqués. Et parmi ces métiers en tension, il y a notamment des métiers industriels, dans le soudage et la chaudronnerie en particulier, des métiers qui sont pourtant décisifs dans des filières comme la défense ou le nucléaire. Donc autant vous dire que c'est une préoccupation. Je dis parfois que notre enjeu à tous, c'est qu'on ne se retrouve pas dans 15 ans ou dans 20 ans devant une centrale nucléaire.
comme devant les pyramides de Gizeh, en disant je sais comment ça s'appelle, je sais à peu près à quoi ça sert, mais je ne sais pas comment ils ont fait ça. Et c'est pas une blague, parce que la transmission des compétences ou l'interruption de transmission des compétences à l'intérieur des entreprises, qui elle-même est due au fait que ces marchés sont cycliques, donc on n'a pas produit de centrales nucléaires pendant un certain temps. Il y a une démographie, une pyramide des âges qui n'aide pas, et donc les compétences critiques, c'est un petit peu coûteux à entretenir, c'est très coûteux à rétablir ou à retrouver lorsque elles ont été interrompues, lorsque le relais n'a pas été passé. Donc c'est une vive préoccupation. Les acteurs industriels comme les acteurs publics sont mobilisés pour redoter le pays en général et les territoires en particulier de filières de formation. L'observation que moi je peux faire là-dessus, ça remonte un petit peu, mais on avait fait une étude sur les emplois d'ouvriers industriels sur la base des données du CIREC, si vous connaissez, qui est un centre de recherche qui suit l'évolution des publics scolaires et leur insertion ensuite dans l'emploi. Ça peut être résumé de la manière suivante, c'est que sur le papier, le dispositif est à la bonne dimension, et donc on a un nombre de chaises et de salles de classe à peu près bien dimensionné pour former aux métiers industriels dont l'économie a besoin. En revanche, la France n'est pas très tendre avec ces jeunes ouvriers juste avant ou juste après le fait qu'ils trouvent un boulot. Je veux dire par là que leur insertion sur le marché du travail correspond à un parcours particulièrement chaotique. Ça commence par le fait que sur 10 élèves qui sortent d'une classe où ils ont été formés à un métier en particulier, il n'y en a que 5 qui vont effectivement travailler dans un emploi qui correspond à cette formation. Et plus généralement, je m'appuie toujours sur les données du CEREC, les 3 ou 5 premières années de vie professionnelle sont une succession assez finement hachée, si je peux dire comme ça, d'entrée et sortie du marché du travail, de passage d'un métier à un autre, un secteur à un autre. Et on ne peut pas dire que le système, s'il faut utiliser cette expression, soit très accueillant et très clément pour les jeunes professionnels. Très bien. Écoutez, merci à vous 4. Alors, c'est le temps de la conclusion avant de passer à un bref échange en questions-réponses. Alors, je vous laisse un mot de conclusion chacun de ce que vous retenez et un mot peut-être d'espoir pour une industrie revitalisée, que cette panne soit juste temporaire et que la machine reparte bien, si tant est qu'elle se soit un peu arrêtée ou grippée. Madame Perron, votre mot de conclusion. J'en avais 2. Mais je pense que le premier, c'est lié aux discussions et à ce que j'entends aussi de vous, de votre expérience. En fait, c'est de tenir bon au niveau européen sur toutes ces politiques qu'on était proches à mettre en place. Et j'entends complètement qu'il faut les améliorer et les stabiliser en quelque sorte, parce que justement moi j'ai pas envie que demain on n'interdise pas les solvants et que du coup votre entreprise se retrouve en difficulté parce qu'on n'a pas eu le courage politique de le faire. Donc c'est tenir bon sur les normes, tenir bon sur la direction qu'on avait donnée à l'Europe, et tenir bon sur ce que vous disiez là, ok, comment j'adapte mon entreprise, comment j'atténue mon impact, etc. Ça c'était le principe du texte, c'est un peu technique mais qu'on appelle le CSRD en Europe, qui est en train d'être complètement détricoté et remis, et ça devait servir de boussole aussi aux financiers, aussi aux investissements, etc. Donc je pense que la seule voie possible pour l'Europe et pour une Europe industrielle qui soit compatible avec nos aspirations sociales et environnementales, c'est effectivement de continuer à se solidifier sur nos normes, à imposer aux autres les mêmes processus de production et les mêmes normes qu'on s'impose sur la production qu'on impose aujourd'hui à nos industriels, et de continuer à défendre ces positions-là, et de continuer, je pense aussi pour les salariés, pour les riverains de l'industrie, à rendre ce moment un petit peu réindustrialisation plus démocratique, avec plus
plus de participation en fait, au débat, et je suis vraiment ravie qu'il y ait autant de monde aussi ce matin pour en discuter. Merci. Monsieur Delabrosse. Mon mot de conclusion, ça serait que je pense qu'on doit, enfin, notre boulot aussi en tant qu'industriel, c'est de faire aimer aux Français l'industrie et d'y croire vraiment. Alors, au jour le jour, nous, si on veut réussir des marchés, des nouveaux investissements, ouvrir des choses nouvelles, il faut qu'on soit hyper déterminé, hyper énergique et qu'on ait beaucoup de détermination. Donc, c'est vrai que si on est porté par, je dirais, une ambiance favorable, ça aide. Et on parle des politiques, mais nous, nos premiers points de contact, ce n'est pas les politiques, c'est l'administration, c'est la préfecture. Et je dois dire que depuis 20 ans, il y a quand même, je dirais, une écoute qui est bien meilleure. Moi, j'avais vu le premier inspecteur du travail, il m'a dit, une usine 100% sûre, c'est une usine fermée. Donc j'ai dit, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est même pas si vrai, en fait. Alors, mais c'est vrai que c'est pas hyper engageant. Donc, je dirais, voilà, ça, on l'entend plus du tout. Et effectivement, on a quand même une attention positive. De quoi vous avez besoin? Bon, donc ça, c'est quand même pas mal. Et à nous de rendre aussi, je dirais, fiers de l'industrie aussi par la qualité de nos procédés. Donc, moi, j'ai envie de vous donner 2 chiffres pour essayer de vous rendre fiers de ce qu'on fait. Nous, on a 45 apprentis. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, c'est des jeunes en termes d'insertion et on va en recruter. Peut-être il y en aura 10, bon, on va les trouver moyens, on va les rendre au marché du travail, mais les autres, on va tous essayer de leur faire une offre et puis qu'ils restent dans le long terme chez nous. Et l'année dernière, on a recruté sur une des boîtes qui est ADEX, dans une des 2 sociétés, 50 personnes. Il y avait 15 personnes qui avaient plus de 50 ans. Donc, en termes d'emploi, je pense qu'on a un impact assez positif. Et nous, une personne de plus de 50 ans, enfin, c'est le métier. Je veux dire, souvent, si on l'embauche, c'est parce qu'elle vient avec des connaissances et donc on ne voit pas du tout comme quelque chose qui serait, je ne sais pas quoi, disqualifiant, certainement pas, mais même pas un élément négatif. Alors, c'est des points quand même qui sont souvent dit, voilà, j'ai 50 ans, je n'ai jamais trouvé de boulot. Voilà, chez ADEX, en tout cas, on peut venir. Donc voilà, je pense que c'est à nous de rendre et on a besoin de cette fierté qu'on essaie de créer chez les gens de la boîte par un certain nombre de dispositifs. Et puis aussi, voilà, qu'on soit accompagné du point de vue de la société. Oui, une industrie, c'est plus polluant qu'une agence de pub. Enfin, je pense que par construction, ça va être difficile d'être exactement au même niveau, mais si la solution c'est de dire ok, on envoie la même industrie en Thaïlande, et puis après on met tout dans les containers, et puis voilà, on sera bien comme ça, on est tous assez convaincus que je pense que ce n'est pas la bonne solution. Donc essayons voilà, faites-nous confiance, et puis on essaiera de faire de notre mieux. Merci. Madame Chambaz. Pour compléter, moi, il me semble que tout ça, ça marchera bien s'il y a beaucoup d'informations qui se fait aussi sur toutes ces problématiques pour gagner l'adhésion des Français à une transition qui permette aussi de préserver des emplois, enfin, de regarder l'ensemble des problématiques, mais ne pas attendre que le mur soit là pour pouvoir le dépasser. Pour ceux que ça intéresse, l'information d'ailleurs, bon, j'arrive avec ma casquette INSEE, donc je vais faire un peu de pub. La semaine prochaine, il y a 2 publications qui vont sortir, une sur la filière automobile, ça va sortir mardi, je crois, et jeudi prochain sur l'industrie de façon générale. Donc vous y retrouverez plein de données qui pourront compléter la connaissance que vous avez statistique. Alors ça ne donne pas le détail du fonctionnement et des process, mais ça donne un cadre aussi. Merci. Monsieur Charlet. L'industrie française, elle a une autre caractéristique qu'on a peu décrite jusqu'à présent, c'est qu'elle évolue pas très vite. Elle se renouvelle peu. Ou dit autrement, la photo d'aujourd'hui et la photo d'il y a 30 ans sont, en termes d'activité, de répartition sectorielle, assez proches. Donc, pour trouver des adhésifs sans solvant organique, etc., il faut qu'on arrive à réveiller un peu l'effort d'innovation. Il faut que, pour répondre aux défis qu'on a tracés ensemble, il va falloir un petit peu plus d'efforts, je pense, en matière de R&D et d'innovation, être un petit peu plus ouvert à l'émergence de filières d'avenir. Mais si on fait que ça, si on est uniquement focalisé sur l'innovation,
il existe un risque, c'est celui d'une trajectoire à l'américaine, pour faire très court, c'est-à-dire que chaque nouvelle technologie devient un Eldorado. On court tous après le nouvel Eldorado, donc l'IA, puis l'ordinateur quantique, etc. Et on ne se préoccupe pas des activités dites traditionnelles, enfin en tout cas de la production des biens de base dont nous avons besoin. Et le résultat, c'est que les adhésifs seront effectivement produits en Thaïlande parce qu'on n'aura pas sécurisé la production de ces biens de base dans des conditions de compétition, enfin, à la fois de compétitivité et de décarbonation. Pour réussir ça, alors je suis désolé, ce n'est pas très populaire, mais pour moi, aujourd'hui, la réflexion est incomplète. On n'arrivera pas, je crois, à boucler la boucle, à trouver des politiques publiques qui soient efficaces et non délétères pour les entreprises et pour le climat, sans remettre les citoyens consommateurs dans le jeu. Alors, ce n'est pas uniquement leur demander de payer, il faut aussi leur demander leur avis, mais la crise des Gilets jaunes, enfin, je découvre encore à quel point son impact, son écho négatif est encore présent partout dans le monde. Un moyen plutôt simple de résoudre une partie du problème de l'équation carbone serait de réfléchir à une TVA carbone ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire de faire payer le carbone dans n'importe quel produit contenu qui vienne de Thaïlande ou de Bourgogne. Et là, au moins, ça mettrait vraiment l'ensemble des producteurs sur un terrain de jeu équitable. On a inventé la sécurité sociale, on a inventé la TVA, on a inventé l'impôt sur le revenu avec répartition. Je ne vois pas comment on n'arriverait pas à trouver un système qui fasse ça tout en étant socialement juste. Enfin, à mon avis, c'est quand même pas bien compliqué. Mais politiquement, on le sait, le non a été massif. Et il l'a été tellement que tous les pays de l'OCDE aujourd'hui, lorsque des économistes leur écrivent en disant « vous devriez réfléchir à une taxe carbone à la consommation, ça vous faciliterait la vie », plutôt que d'inventer des machins qui ne marchent pas, ils répondent « ah oui, mais nous, on ne veut pas les yellow vests comme en France ». Encore aujourd'hui. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir de là. Ce n'est pas possible autrement. Il faut que dans le comportement d'achat au quotidien, avec solidarité, avec redistribution, le coût carbone ou le coût environnement soit pris en compte. Sinon, eh bien, on continuera à rêver d'aller passer nos vacances à l'étranger et les jeunes nous feront la morale sur le nombre de fois qu'on a pris l'avion, mais s'avilleront sur Chine. Merci beaucoup. Alors, merci à nos intervenants. Je crois que vous pouvez les applaudir. Est-ce qu'on a un petit moment pour un temps de questions-réponses ? Oui, monsieur. J'ai monsieur là aussi. Alors, oui, extrêmement rapide. Il y a un micro ? Ah, voilà, super. Bonjour, pardon. Je suis troublé par ma propre question, mais je vais faire court. Je suis désolé de terminer sur la note la plus dramatique de l'industrie. Autrement dit, c'est la fin d'une entreprise, même si vous disiez que c'est les entreprises fermées qui sont les plus refléquées. Mais le démantèlement et la fin d'une entreprise, je voudrais évoquer juste un sujet que vous connaissez parfaitement. Je vais écorcher son nom parce que je crois que c'est l'entreprise Vicorex. Dans le Nord, c'était une entreprise de chimie du Nord, capitaux chinois, qui a, je pense, 1 an, été mis en vente, bradée. Elle a été démantelée. Le liquidateur n'a pas voulu prendre en compte le projet du personnel qui voulait monter une coopérative. Et le gouvernement a balayé l'hypothèse d'un revers de main. Donc il y a eu 2/3 des 400 employés qui ont été licenciés. Je ne sais pas ce qu'elle devient, mais la question c'est est-ce que autrement un jour on peut imaginer l'intervention des pouvoirs publics, j'allais dire normaux et raisonnables, pour nationaliser. On en a parlé hier. Vous savez pourquoi, mais je veux dire prendre en compte les difficultés ultimes d'une entreprise plutôt que de laisser faire le secteur des liquidateurs, des repreneurs, du bradage. Voilà.
nationaliser une entreprise, ça permet de réduire la pression sur des rendements à court terme, ça permet éventuellement de bloquer des décisions brutales de délocalisation, mais ça ne suffit pas à la rendre rentable. Et les problèmes, ou compétitifs, pour reprendre le mot, un des mots fil rouge de la matinée. Un des sujets qu'on a évoqué là, c'est comment est-ce qu'on fait pour que si le pétrole devient cher, si l'usage des ressources en eau se met à coûter cher, pour que désormais chacun paye le vrai coût de ce qu'il consomme et de ce qu'il inflige à l'environnement. Comment est-ce qu'on fait pour que dans un environnement mondial ouvert avec des concurrents non coopératifs, cette entreprise survive? La nationalisation seule ne peut pas être une solution, je pense. Merci. On avait juste une autre question de monsieur là-haut. Voilà. Merci. Bon, du coup, ça va faire un peu écho à l'intervention de monsieur auparavant. Donc, j'ai apprécié les différents éléments que vous avez avancés. Et il est vrai qu'il me semble qu'il y a un élément qui manque en fait dans vos interventions, c'est par rapport à l'organisation du travail et la gouvernance des entreprises en tant que telles. Monsieur l'a évoqué tout à l'heure, les modes coopératifs ils sont, je pense, un mode d'entreprendre à venir qui peuvent présenter plusieurs avantages dans le cadre des problématiques qui nous attendent. Notamment, on parlait tout à l'heure du réalignement en fait, des intérêts des consommateurs et des producteurs. Donc demain, si le salarié, enfin si le coopérateur, je voudrais dire, d'une entreprise est mon voisin, potentiellement, je comprendrais davantage le fait de payer un prix un peu supérieur sur un produit de nécessité, première nécessité, enfin quelque chose dont j'ai besoin, j'ai envie de dire, en ayant échangé avec lui, en ayant mis un visage sur la personne. Aujourd'hui, on est face à un capitalisme financiarisé qui est anonymisé en fait, avec une propriété des moyens de production qui sont liés à des grands fonds de pension, à des grands fonds financiers internationalisés. Et de l'autre côté, c'est pareil, on a aussi un consommateur qui est totalement anonymisé du point de vue des entreprises, avec des panels qui sont réalisés. On essaye de faire un consommateur standard sans essayer d'aller voir dans le détail. Donc voilà, c'était une réflexion que je m'étais faite à la suite de vos échanges. Et voilà, je voulais avoir un peu avec vous, qu'est-ce que vous pensiez notamment de ces modes de gouvernance d'entreprise, ces questions autour de ce qu'on disait, la propriété des moyens de production qui n'ont pas été évoquées durant vos échanges. Merci. Alors, et l'humain dans tout ça? Ouais, peut-être en une seconde parce que j'ai l'impression qu'on se fait mettre dehors. Ouais, on peut terminer au bar. Je l'ai évoqué très rapidement quand même dans plusieurs trucs sur aligner le court terme et le long terme, c'est-à-dire aussi séparer, faire en sorte que ces intérêts de très court terme, de rentabilité à court terme disparaissent au maximum dans les entreprises les plus stratégiques aussi. Sur les coopératives, évidemment, c'est très intéressant. Il y a une étude de Syndex, le cabinet qui conseille les partenaires sociaux sur la sidérurgie, qui montre que, sur un tour d'horizon en Europe, les entreprises sidérurgiques dans lesquelles les salariés participent beaucoup plus et dans lesquelles les instances de décision sont beaucoup plus démocratiques, sont aussi celles qui résistent le mieux à la tempête aujourd'hui. Donc je pense qu'on a beaucoup effectivement de leçons à tirer de tous ces modèles aussi qui sont trop peu étudiés, je pense, aujourd'hui. Merci à toutes, merci à tous et excellente fin de journée. À bientôt. Au revoir.